Bonsoir et bienvenue dans ce troisième numéro de nos émissions dédiées à votre orientation, les Job Guessers. Chaque mercredi, nous recevons 2 ou 3 lycéens dans notre plateau lyonnais pour échanger avec 2 professionnels sur une thématique d'orientation donnée. Ce soir, nous recevons Shana et Roman. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Je vous laisse vous présenter. Alors moi c'est Shana et je suis en première STMG. Et moi c'est Romane et je suis aussi en première STMG. Merci à toutes les deux d'être avec nous ce soir dans notre plateau lyonnais. Je vous rappelle que tout au long de l'émission apparaît un QR code. Si vous avez envie de participer au prochain numéro les mercredis dans notre studio lyonnais, vous pouvez scanner ce code. Ça vous renvoie directement vers un petit fichier de préinscription et on vous recontactera pour participer aux prochaines émissions. La thématique de ce soir, c'est l'agroalimentaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? Comment se former à ce domaine? L'employabilité et quel avenir pour ce secteur. Bref, toutes ces questions ce soir, nous allons les évoquer avec les 2 professionnels qui sont avec nous. Tout d'abord, nous avons Louise Douillet. Bonsoir Louise. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Faustine Calvarin. Bonsoir. Bonsoir Faustine, merci d'être avec nous. Vous êtes toutes les deux en fait des anciennes élèves de l'école Sup Biotech qui est le partenaire de cette émission de ce soir et on va commencer tout de suite en fait avec ce petit jeu de questions-réponses. La première partie de l'émission, on pose, enfin plutôt nos 2 lycéennes avec nous ce soir vont vous poser une dizaine de questions à chacune, tentant de trouver votre métier et ça sera l'occasion de faire rebondir sur votre orientation, sur votre parcours étudiant et professionnel. C'est parti? Alors Shana, peut-être je te laisse commencer avec Louise. Alors, est-ce que c'est un métier qui est relativement bien payé? Alors là, ça dépend. Enfin, pour moi, actuellement, non. Mais ça pourrait. Ok. Ça va être très bien payé. Roman? Et vous avez fait combien d'années d'études pour arriver à ce métier? C'est toujours avec moi, du coup? Oui, Louise, c'est tout avec vous pour le début, ouais. Ouais, alors du coup, moi, j'ai fait 5 ans d'études sur biotech. Et voilà. Je ne sais pas si il faut que je développe plus. On aura l'occasion de développer plus tard votre parcours universitaire. Alors, c'est quoi vos objectifs en général dans ce que vous faites? Mes objectifs au quotidien, eh bien moi je suis beaucoup dans le domaine de la fabrication, donc j'ai des objectifs de volume. Il faut que je sorte un certain volume par jour. J'ai aussi l'objectif de bien-être, il faut que toute l'équipe s'entende bien. Et puis voilà, principalement. D'accord. Et vous travaillez en équipe ou seul? Alors, je travaille en équipe. J'ai plusieurs équipes. J'ai des équipes de fabricants. Donc là, ils sont une dizaine tous les jours et une trentaine de personnes formées sur l'activité. Il faut que je manage au quotidien. Et puis après, je vais avoir une équipe de personnes plus support qui vont m'aider sur le développement de l'activité au global. Ok. Et c'est quoi les compétences en général pour faire ce que vous faites? Pour faire ce que je fais personnellement, Ouais. et ben, je pense qu'il faut être très débrouillard et être très polyvalent. Il faut aimer manger, ça c'est une compétence très importante quand on fait de l'agroalimentaire. Savoir manager des équipes et puis savoir être réactif. Très bien. Il y a un petit indice en fait qui apparaît pour ceux qui nous regardent depuis YouTube, une photo en fait qui illustre un petit peu ce que vous faites au quotidien, Louise. Je vous laisse continuer malgré tout, Shana et Roman, en posant les questions. Ouais. Moi j'avais une question. Vous travaillez tous les jours en entreprise ou il y a certaines fois où vous travaillez autre part? Alors, je suis principalement sur le site de l'entreprise, mais j'ai en fait plusieurs sites. J'ai le site de fabrication, j'ai des bureaux, et après, parfois, je fais du télétravail. Ok. C'est quoi vos missions quotidiennes? Mes missions au quotidien, c'est de faire tourner la fabrication. Donc, il faut s'assurer qu'on aura toutes les matières premières pour fabriquer, que toute la fabrication se déroule bien. Il faut réagir à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer et de gérer toute la livraison et la gestion des clients, en fait, tous les retours clients, la bonne livraison des produits, etc. Voilà. Et puis après, la gestion globale de la boîte. Trouver son emploi. Ouais.
Et est-ce qu'il y a des dangers dans votre métier ou pas? Il y a le danger de choper le diabète Ça va. à force de trop manger. Non, je dirais pas que c'est un métier très dangereux. Très bien. Ok. Alors, au vu de toutes les réponses que Louise nous a données, est-ce que vous avez vaguement une idée de ce sur quoi elle travaille? Moi, je dirais manager. Ouais. Romane? Ouais, déjà, ça concerne la nourriture. Ouais. Mais non. Pas d'idée. Louise, je vous laisse présenter votre profession. Ouais, moi du coup je suis directrice d'usine et en fait je suis cofondatrice d'une biscuiterie Andy Gaspi. Andy parce qu'on récupère, enfin Anti Gaspi parce qu'on récupère les invendus de pain bio qu'on broie et qu'on intègre à la pâte à biscuits. Et Andy parce que c'est des personnes en situation de handicap qui font toute la fabrication, le conditionnement et la logistique. Très bien. Voilà. Ok. Alors, on développera plus en détail pourquoi vous en êtes arrivé jusque-là et comment surtout. On va passer avec Faustine, même petit principe, des questions qui vont essayer de faire deviner votre profession. On commence avec Ouais. Shana. Shana? Allez, C'est Shana. parti. Alors, je vais vous poser la même question. C'est quoi vos missions quotidiennes? Alors, mes missions à moi, c'est de contrôler le produit, contrôler la qualité des produits et je dirais contrôler l'hygiène. Et c'est quoi que vous préférez dans votre métier? Ce que je préfère dans mon métier, c'est que je suis seule dans mon bureau, mais je travaille avec des équipes, avec pas mal de personnes. Et on travaille toujours à améliorer notre quotidien, en tout cas dans notre façon de travailler. Et ça, c'est très plaisant. Ok. Et est-ce que vous avez du coup des projets en cours? Des projets en cours, dans notre métier, en fait, c'est une suite de projets constantes, mais qui sont essentiellement tournés, encore une fois, sur le produit et la satisfaction de mes clients. Ok. Et c'est quoi les compétences indispensables qu'il faut pour votre métier? Alors, personnel, c'est un métier de rigueur et d'organisation. Et c'est aussi un métier de fort relationnel. Ok. Là aussi, c'est peut-être le temps de faire diffuser un petit indice que Faustine nous a partagé tout à l'heure en préparant l'émission pour justement vous aider à ceux qui nous regardent à trouver ce boulot. Shana, Hmm, est-ce que tu es inspirée? Alors, est-ce qu'il faut faire quoi comme étude pour votre métier? Alors, en fait, il y a différentes voies pour y aller. Moi, j'ai fait effectivement une école en 5 ans, mais il y a des études, des BTS, des bac+2, des bac+3 qui permettent d'atteindre le poste et après, avec l'expérience sur le terrain, de monter jusqu'à mon poste actuel. Romane? On doit trouver le métier ou je reprends? Bah, si tu as encore quelques questions pour essayer de définir un peu mieux Ouais. son champ d'action. Est-ce qu'il faut parler des langues dans votre métier ou c'est uniquement le français? Alors, dans mon métier, c'est uniquement le français. Ah, ok. Et est-ce que ça touche beaucoup l'hygiène? Bah oui. Comment? Est-ce que ça touche l'hygiène? L'hygiène? Ouais. Oui, beaucoup, effectivement. C'est une grosse partie de mon métier puisque si je ne travaille pas sur l'hygiène, je peux du coup avoir des problèmes sur mes produits et donc des problèmes chez mes clients. D'accord. Ok. Du coup, avec tout ça, est-ce que toutes les deux vous auriez vaguement une idée? Bah, moi, je pense qu'elle. Enfin, je sais pas comment il s'appelle le métier, mais je pense qu'elle est dans une usine qui contrôle l'hygiène de la nourriture. Shana? Moi, je pense que justement, elle a une entreprise Mhm. et c'est elle qui la gère en fait. Toujours pareil dans le contrôle hygiène. Ouais. Ok. Du coup, je vous laisse vous présenter. Eh ben, c'est plutôt bien décrit, mais en fait, je suis responsable qualité en usine agroalimentaire. Donc, effectivement, mon métier, c'est de contrôler ce qui se passe en usine tout en faisant partie de l'équipe. Très bien. Ok, alors justement, fort de cette illustration en fait de deux métiers très différents qui pourtant viennent de la même formation toutes les deux,
Parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais effectivement, donc vous avez toutes les deux été formées dans la même école, toutes les deux en 5 ans. Vous êtes toutes les deux ingénieurs agronomes à la base, c'est ça? On est toutes les deux formées en fait en tant qu'ingénieurs en biotechnologie avec une formation agroalimentaire, effectivement. Ok. Alors justement, j'aurais voulu qu'on commence par un petit point de définition. C'est la différence entre agroalimentaire et agronomie. Est-ce qu'il y en a une déjà? C'est une excellente question, parce que je pense qu'il y a de multiples vocabulaires pour parler de l'agroalimentaire. Mais pour bien expliquer, je pense à des jeunes, c'est qu'on parle de filière agroalimentaire. D'accord. Parce qu'en fait, l'agroalimentaire, on va toucher autant un producteur de carottes qu'une usine qui fabrique des desserts, un supermarché ou encore une épicerie ou par exemple un restaurant d'une école. Tout ça, c'est l'agroalimentaire. Mhm. Et du coup, l'agronomie, c'est quoi? C'est plus l'aspect scientifique? Eh ben, c'est une excellente question. Louise, Il me peut-être? semble que c'est ça, ouais, que les ingénieurs agronomes, en fait, souvent, c'est ceux qui vont aller sur le côté, enfin, je parle dans les biscuits, mais nous, c'est ceux qui vont avoir toutes les compétences dans la recherche et développement du produit et donc connaître les bons produits à mettre pour avoir la bonne texture ou alors pour avoir un impact, enfin, tout ce qui va être, par exemple, baisser le taux de sucre, qu'est-ce qu'on va mettre à la place, enfin, voilà, pour moi, c'est ça l'agronome. Mais je ne suis pas sûre de moi. Très bien. Toutes les deux, en fait, ça veut dire que vous avez quand même à la base, pour rentrer dans ce genre de domaine d'activité, une passion pour la biologie? C'est ce qui vous a motivé pour rentrer dans ce genre de secteur? Je te laisse démarrer. Moi, du coup, je commence du coup. Allez-y, Louise, je vous en prie. Initialement, oui, enfin, moi, je voulais être médecin, donc je suis allée faire des études de médecine que j'ai bien ratées et j'en suis très contente. Et en fait, ce que j'aimais en médecine, c'était toutes les matières liées à la biochimie. Donc, voilà, et j'ai cherché une école qui faisait de la biochimie. Et ensuite, dans cette école, ce qui était top, c'est que sur biotech, on pouvait faire plein de stages. Et donc, mon premier stage, je l'ai fait dans le monde de la santé, en recherche et développement. Et en fait, j'ai détesté mon stage. Vraiment, ça a été pour moi difficile parce que trop long. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'aime? J'aime manger. Donc, il faut que j'aille dans l'agroalimentaire. Et j'aime quand ça bouge. Donc, il faut que je sois dans un métier qui bouge, quoi. Faire de la recherche, pour moi, c'est trop lent. Donc, du coup, je suis allée faire un test dans le chocolat en usine. Et là, c'était beaucoup plus speed, beaucoup plus gourmand. Et donc, ça m'a motivée à partir dans cette voie-là. Ok. Faustine, vous aussi, c'est la biologie qui vous a amené à ce secteur? Oui, complètement. En fait, j'étais très profil scientifique et très intéressée par la bio. Et effectivement, quand on arrive au lycée en première ou en terminale, on cherche un peu les écoles. Et au début, on s'oriente vers la fac. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que même s'il y a beaucoup de métiers qui permettent de sortir de la fac, c'est des métiers qui sont quand même très orientés R&D. Pas que, mais beaucoup. Et en fait, je voulais trouver une orientation qui faisait de la biologie, toujours effectivement ramenée à la nourriture, parce que comme Louise, je fais de l'agroalimentaire parce que je trouve que la nourriture, c'est essentiel, c'est avec ça qu'on vit tous les jours. Je trouve ça passionnant, ça évolue beaucoup. Et en fait, j'ai voulu trouver une formation qui associait la biologie, mais très tournée sur l'entreprise, sur le développement, sur la recherche, en fait, très tournée vers l'avenir. Et c'est là où les biotech sont devenues un peu une évidence. D'accord. Et pourquoi plus les aliments que par exemple le médicament? Parce que finalement, les biotech, ça peut être aussi quelque chose aux antipodes de l'alimentation. C'est vrai. Alors, l'alimentaire, parce que je trouve que c'est un produit qui bouge beaucoup et en fait, où on y adosse aussi quand même le plaisir. Et comme Louise, je pense que quand on fait de l'agroalimentaire, on aime manger, on aime faire évoluer notre nourriture et surtout en bien. On parle de santé, on parle de goût. Et en fait, il y a énormément de choses à faire dans ce milieu, surtout en France. Donc, c'est ce qui a fait, en tout cas pour ma part, que je suis partie dans ce milieu-là. Très bien. Puis pour moi, finalement, l'alimentation, c'est la base de la santé. C'est vrai. Et justement, on reviendra un peu plus tard sur la notion d'alicament, cette notion de faire intégrer dans des aliments du quotidien des médicaments ou quelque chose en tout cas qui pourrait éviter des futures maladies ou infections. On parlait donc juste à l'instant de votre goût pour la biologie. Est-ce que ça veut dire que pendant tout le lycée, vous aviez quand même un profil plus scientifique?
un peu matheuses, aimant la bio, d'accord, mais aussi la physique-chimie et les maths. Et accessoirement, est-ce que vous aviez des bonnes notes? Alors moi, personnellement, j'aimais bien la bio. En maths, j'ai fait spé maths pour rester avec mes copines. J'étais nulle. Je crois que j'avais 4 de moyenne. Ah oui. Et c'était pas ma matière. La physique-chimie, ça m'intéressait, mais pas plus que ça. Enfin, c'était vraiment pas ce qui me faisait marcher. Vraiment, la biologie me plaisait plus. Ouais. Très bien. Et vous, Faustine, aussi, vous étiez dans un profil très scientifique, matheuse. Alors, c'est rigolo parce qu'à croire que on est presque avec Louise dans un cliché, mais j'aimais beaucoup la bio parce que tout ce qui touchait aux expériences, je trouvais ça passionnant. J'étais très très mauvaise en maths. Comme quoi, on va croire que dans l'agroalimentaire, il faut être mauvais en maths. Mais c'est pareil, j'avais des très mauvaises notes en maths. Je détestais l'histoire-géographie. J'ai d'ailleurs une très mauvaise culture générale. Mais la réalité, c'est que c'est plus aujourd'hui, je dirais, c'est moins le côté scientifique qui m'a fait avancer dans ce milieu que ma personnalité assez rigoureuse et organisée. Et encore une fois, la passion pour la nourriture qui, moi, m'a fait m'orienter en fait vers cette école. Ouais. Très bien. Vous deux, donc vous avez manifesté un intérêt pour ces sujets, c'est pour ça que vous êtes avec nous ce soir et on vous en remercie encore. Est-ce que vous avez un profil un peu matheuse, scientifique Pas du tout. Ah, Vraiment pas. Romane non plus? Non, pas du tout. Bon, du coup, c'est rassurant de savoir qu'on peut ne pas être super bon en maths et malgré tout, quand même s'orienter dans quelque chose de plus scientifique. Est-ce que malgré tout, donc vous avez choisi cette école, hein, Subbiotech, mais est-ce que vous étiez quand même très bonne en SVT, en sciences du vivant? Au lycée? Au lycée? Ouais. Oh, moi, j'étais moyenne partout. Hein. Ouais. L'objectif, c'était de m'en sortir, pour être honnête. Et vous, Faustine, la SVT, c'était quelque chose qui... Je crois que ouais, la SVT était vraiment... je m'en suis vraiment fait une passion à tel point que moi, j'ai pris spécialité SVT, le plus du quotient qui montait à 19 parce que j'étais bonne là-dedans et moins bonne dans tout le reste. Donc, effectivement, c'était plutôt presque une passion, cette partie-là. Ok, très bien. Une question qui nous avait été beaucoup posée lorsqu'on a préparé l'émission, et d'ailleurs avec nos deux étudiantes de ce soir, quand on a préparé l'émission, elles nous en ont parlé, pardon, c'est la féminisation des études de sciences. On imagine un peu dans le cliché que les études scientifiques sont très garçons, et en fait, pas tant que ça, visiblement, non? Ben, en tout cas, dans le monde de l'agroalimentaire et personnellement dans ma boîte, il n'y a que des filles qui postulent. Ah. Donc, on a beaucoup de femmes. Après, je pense que l'agroalimentaire est plus féminisé que d'autres métiers plus mathématiciens. Enfin, je pense à l'aéronautique, vous m'avez dit. Vous en avez parlé la semaine dernière, la semaine précédente, Tout à fait. où il y a moins de femmes. Mais c'est bien triste parce qu'en fait, on est tout à fait aussi compétentes que les autres pour y aller. Effectivement, je confirme un peu ce que dit Louise. Aujourd'hui, moi, j'ai évolué dans ce milieu, j'ai créé une entreprise dans l'agroalimentaire et aujourd'hui, on a 80% de femmes dans le milieu. Je pense que l'agroalimentaire est un métier qui se féminise beaucoup, mais je pense qu'il l'était déjà quand même un peu à la base. Peut-être qu'on en parlait moins. Maintenant, je pense que les femmes arrivent de plus en plus à des postes de responsabilité, de direction, ce qui était peut-être moins le cas avant. Mais c'est effectivement un monde, même les biotechnologies dans l'école que nous, on a pu faire, où en fait, la part de femmes et d'hommes sont vraiment à part égale. Donc, mais l'agroalimentaire, a priori, est quand même un milieu. Alors, pourquoi on ne sait pas? Est-ce que c'est la nourriture? Mais finalement, assez féminin. Et même dans vos études, dans vos promotions respectives, c'était aussi la même chose? Il y avait beaucoup de filles parmi vous? Ouais. Je pense que nous, on était à peu près à moitié-moitié. Hein. Ouais, donc ça n'est plus un sujet en fait, les filles en sciences. Non. Bon, c'est déjà... Pas en biotechnologie, pas dans la biologie, quoi. Je trouve que le monde de la biologie est assez féminin. Et d'ailleurs, sans tirer trop le trait, mais je pense qu'aujourd'hui, les femmes ont un côté peut-être... des personnalités un peu différentes qui apportent beaucoup, je trouve, personnellement. Très bien. Alors justement, par rapport à toutes vos formations disponibles, vous deux, vous avez toutes les deux fait un diplôme d'ingénieur en 5 ans, avec une prépa intégrée du coup?
Oui. Ouais. Ok. Est-ce qu'il est possible de partir dans ce secteur d'activité avec un diplôme plus bas, à un niveau bac+3, voire même peut-être bac+2, quitte à évoluer plus tard? Bah, complètement, en fait. Enfin, tout dépend. En fait, il y a plein de métiers dans l'agroalimentaire. C'est ça qui est assez intéressant. Et on peut, en fonction des métiers, puis même, je pense qu'on peut, ce que disait Faustine tout à l'heure, on peut très bien arriver avec un bac+2, bac+3, se former après sur le terrain. Et une fois qu'on a acquis les compétences, on peut monter en poste assez facilement, je pense. Faustine, pour Enfin, vous aussi, je parle des vous petits êtes groupes, je plus connais dans- pas trop les grands groupes. Pardon. Faustine, vous êtes plus dans le contrôle qualité, donc on s'imagine un métier beaucoup plus technique. Est-ce que même avec un bac+3, ce genre de profession est accessible selon vous? Complètement, en fait, il y a des formations, même en bac+2, en BTS, qui permettent d'accéder à des postes qu'on appelle assistant qualité. Mhm. Sur la partie qualité qui concerne. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans ces métiers, c'est que très souvent, on peut faire un bac+2, on devient assistant qualité, on travaille en tant qu'assistant qualité avec un responsable. Et en fait, avec quelques années d'expérience, on finit par prendre ce poste-là, en fait, Ok. auquel on accéderait peut-être avec un bac+5 plus vite. Mhm. Mais c'est des postes en fait qui s'acquièrent aussi avec l'expérience et c'est extrêmement intéressant cette partie-là parce que vous avez encore plus de légitimité. Donc sur ma partie, effectivement, du bac+2, à partir du bac+2, vous pouvez accéder à ce métier et en plus après évoluer assez rapidement. Très bien. Et du coup, je me demandais par rapport à, concernant l'employabilité, et notamment tous les enjeux en fait dans ce business, est-ce que c'est un secteur d'activité qui évolue énormément entre les OGM, entre les nouvelles normes sanitaires européennes, entre les nouveaux usages et les nouvelles demandes des consommateurs aussi? Peut-être plus vous d'abord, Louise, puisque vous avez monté votre société dans l'esprit anti-gaspi. C'est par exemple une valeur qui monte beaucoup. Est-ce que vous le voyez véritablement en fait que tous les usages et donc tous les métiers possibles ont beaucoup évolué depuis ces 5-10 dernières années? Ouais. Dans l'anti-gaspi, il y a de plus en plus, d'acteurs qui arrivent Mmh. pour revaloriser les invendus. Il faut savoir qu'on gaspille 10 millions de tonnes d'aliments par an en France. 18 millions? C'est énorme. 10 millions. 10 millions. Ah oui, quand même. Ce qui est énorme, dont 20 000 tonnes de pain, ça c'est pour les biscuits. Et donc, il y a un gros travail sur le gaspillage alimentaire. Il y a de nouvelles lois qui passent pour pousser en fait à la revalorisation de ces invendus. Mhm. Donc, typiquement, on nous demande de revaloriser les invendus d'abord en nourriture humaine, ensuite en nourriture animale, et puis après en faire de la méthanisation et donc de l'énergie avec. En premier lieu, donc voilà, il faut que ce soit revalorisé. Et donc, ça pousse vers ces nouveaux métiers. Et en même temps, les clients sont de plus en plus demandeurs d'avoir des produits qui ont du sens. Donc, à la fois écologiquement parlant, donc en revalorisant des invendus, mais aussi socialement. Enfin, nous, le fait d'employer des personnes handicapées, ça joue. Et pour aller plus loin, en fait, nous, on fait des produits bio. Je pense que la bio parle, mais de moins en moins aux gens. Et donc, du coup, en fait, pour moi, ce qui va être l'alimentation de demain, c'est vraiment tous les produits locaux. Savoir faire un produit local à proximité du client, ça, c'est vraiment, pour moi, quelque chose. Ce sera ça l'alimentation de demain. Très bien. Et pour vous, Faustine, qui est dans un aspect plus technique en fait et plus réglementaire, est-ce que vous aussi, votre métier évolue régulièrement en termes de normes, de demandes des clients ou de vos fournisseurs? En fait, c'est hyper intéressant parce que, comme l'expliquait Louise, typiquement dans mon métier, en fait, les journées ne se ressemblent jamais et effectivement, d'année en année, les demandes ne sont jamais les mêmes. Le milieu de l'agroalimentaire évolue énormément en France. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se lancent. Il y a beaucoup de jeunes entreprises avec des idées nouvelles pour créer des nouveaux desserts, pour créer de nouveaux produits, pour répondre à la demande des clients. Donc, en fait, l'agroalimentaire, c'est un éventail de couleurs, de métiers qui touchent, comme je vous disais, de l'amont à l'aval, du magasin où vous achetez les produits au producteur de carottes. Et effectivement, ça évolue constamment. Et la réglementation dans mon métier, on doit tout le temps être ce qu'on appelle en veille. C'est-à-dire que je reçois toutes les semaines les nouvelles réglementations qui arrivent, puisqu'au-delà de la France, on a des réglementations européennes auquel on est aussi assujetti. Donc, il faut être constamment informé de ce qui se passe.
Très bien. Du coup, toutes les deux, en fait, je me demandais si vous imaginiez un peu la diversité du monde agroalimentaire, pardon, si c'est ce que vous imaginiez en fait dans ce domaine-là ou pas du tout. J'aimerais juste avoir un peu votre avis Par rapport à la diversité par rapport à la femmes-hommes. diversité des métiers, la diversité des profils, même si elles ont toutes les deux le même diplôme, elles sont finalement sur des secteurs d'activité très différents au quotidien. Bah, les métiers ils se féminisent de plus en plus et bah, c'est bien de voir qu'il y a de plus en plus de femmes aussi C'est qui sont inspirant. dans les ouais voilà dans les au gradé Mhm. parce que c'est quand même un bon métier. Ça a l'air. Romane, est-ce que tu avais peut-être un cliché en fait que tu avais sur l'agroalimentaire ou Non, moi je pensais surtout que dans l'agroalimentaire, il y avait bien moins de femmes que d'hommes et que c'était Ouais. plutôt un métier réservé aux hommes, mais du coup, apparemment, non. Donc mesdames, mesdemoiselles, allez-y, lancez-vous. C'est clairement le mot d'ordre. Autre chose, c'était par rapport à donc l'employabilité. Vous disiez toutes les deux en fait que vous pouviez monter votre propre boîte. D'ailleurs, vous l'avez fait. Et que même des petites structures, vous expliquiez, Faustine, existaient. Et en fait, on n'est pas obligé d'être Nestlé ou Monsantos. On peut avoir sa petite structure. Donc même en termes d'employabilité, on peut travailler dans des énormes sociétés multinationales. Mais on peut aussi créer son emploi en fait. Et toutes les deux, vous en êtes un parfait exemple. La question que je me posais, c'était pourquoi vous l'avez fait? C'était l'envie d'entreprendre? C'était parce que vous ne trouviez pas dans les structures déjà existantes quelque chose qui vous satisfaisait? Peut-être vous, Faustine, en premier? Je pense que c'est beaucoup lié aussi au parcours professionnel. C'est beaucoup lié aux rencontres Mhm. et on va dire aux expériences qu'on a vécues. Il suffit d'une rencontre, d'une idée, et ça, il faut bien se le mettre dans la tête que vous pouvez sortir de l'école et même si vous pourriez avoir une idée et pas faire forcément d'études derrière, en fait, on a le droit à ce moment-là de créer une boîte. On peut le faire aujourd'hui en France et c'est ça qui est hyper intéressant. Et moi, aujourd'hui, j'en suis arrivée là parce que mon métier de responsable qualité est un métier de cœur. C'est vraiment un métier de passion. Et en réalité, j'ai fini par créer ma boîte, mais un peu comme Louise, parce que j'ai été touchée par des problématiques de la filière agroalimentaire, puisqu'il s'avère que Louise et moi, on est toutes les deux dans l'anti-gaspi. Ok. Et donc, en fait, j'ai été touchée par les problématiques de nos producteurs et de nos industriels sur les produits qu'on n'accepte plus de la distribution parce que c'est très normé, donc on veut tout que ce soit gros, petit, etc. J'ai été touchée par ça et je me suis dit que je devais agir et de créer une structure qui allait en fait réduire le gaspillage. D'accord. Et vous, Louise, pourquoi vous avez décidé de monter votre société? Alors moi, c'est un peu plus atypique. Donc, en fait, je ne sais pas comment commencer, mais du coup, j'ai travaillé. Je ne sais pas comment vous le dire. Alors, en fait, il y a deux choses. J'ai rencontré deux. En effet, c'est très lié aux rencontres. J'ai rencontré deux collègues dans une association qui œuvrait pour l'insertion des personnes en situation de handicap sur un projet où on revalorisait des invendus de fruits, de légumes et de pain. Et en fait, on avait toutes les trois nos contrats qui se terminaient le même jour. On s'éclatait vraiment à travailler ensemble. Et on s'est dit, c'est pas possible, on va pas s'arrêter là. Donc, on a décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Mais c'était pas prévu, c'était les bonnes personnes au bon moment. Et donc, on s'est lancé. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était lutter contre le gaspillage alimentaire. Et c'était aider les personnes en situation de handicap à s'intégrer dans la société. Il faut savoir qu'ils sont 2 fois plus touchés par le chômage que la moyenne nationale. Donc, il y a vraiment un besoin. Et voilà comment on s'est lancé. Et après, on est 3 associés. Et ça, c'est pour vous montrer un peu la pluralité des métiers qui peut exister. Sur les 3, en fait, il y en a une qui a travaillé chez Saint-Michel Biscuits et qui a développé des biscuits pendant quelques années là-bas. Donc, elle connaît très bien le milieu du biscuit et le développement de nouvelles recettes. Elle travaille là-dessus et elle fait de la qualité comme Faustine. La deuxième, elle a travaillé chez Nestlé pendant plusieurs années et elle connaît très bien le milieu de la communication et du marketing. Et moi, j'avais plutôt travaillé dans des usines sur la gestion de l'usine, la gestion des équipes, la fabrication et le développement industriel. Et donc, en fait, en se rencontrant, ça matchait super bien, ça fonctionne. Enfin, voilà. Et on est toutes les 3 ingénieurs agroalimentaires à la base. Donc, avec la même formation, on a vraiment des compétences différentes, quoi. Ok. On peut tout faire. Et tout ça, vous ne pouviez pas le trouver dans une autre société, une grosse structure en fait, l'implication de vos valeurs anti-gaspi et intégration sociale des personnes en situation de handicap.
Non, enfin, j'en ai pas mais vraiment cherché, mais c'est vraiment, voilà, en fait, on s'est dit, on avait envie de continuer toutes les trois, on avait envie de prendre notre liberté, de prendre nos décisions. Je crois que c'est vraiment cette envie de liberté qui nous a fait monter la société. Très bien. Du coup, je me tourne vers nos deux invités de ce soir. Vous pensiez qu'on pouvait monter sa boîte en fait en agro? C'est votre avis qui m'intéresse là-dessus. Vous pensiez qu'on était obligé de travailler pour Nestlé ou une grosse Non, pas succursale? forcément. Il y a plein de petites sociétés qui se développent et qui marchent très bien. Ok. Donc, Toi, Romain? Ouais, moi c'est pareil. Enfin, je savais qu'on pouvait monter son entreprise, pas forcément aller dans une grande entreprise et voilà. Ok, même dans ce secteur-là, vous pensiez Ouais. déjà que c'était Oui, possible? oui. Ok, très bien. Bon, bah c'était moi qui avais ce cliché en tête, pardon. Autre chose, je voulais savoir en fait par rapport à l'avenir même de ce secteur d'activité. Déjà, première chose, quand on parle d'agroalimentaire, est-ce qu'on parle forcément d'alimentation humaine? Non. Non, c'est aussi Maintenant, pour les animaux, pour le l'agroalimentaire, ça bétail. peut être l'alimentation animale. Moi, c'est un métier que je connais pas du tout pour le coup, parce que on parlait de réglementation tout à l'heure, c'est des réglementations complètement différentes, D'accord. mais c'est pour l'alimentation humaine. Mais lorsque vous êtes dans vos études, en fait, on vous oriente déjà pendant vos études sur l'alimentation humaine ou en fait on vous fait découvrir un petit peu tout? On nous fait découvrir un petit peu tout, mais c'est vrai que moi, quand j'ai fait mes études, le pôle agroalimentaire était encore assez restreint. Donc peut-être que Faustine a plus de choses à raconter que moi sur le sujet, parce que le pôle a beaucoup évolué depuis la fin de mes études. Je pense que je suis encore plus ancienne. Ah. mais très concrètement, je pense que c'est très orienté malgré tout, je pense, à l'alimentation humaine parce que l'alimentation Oui. animale est un secteur un peu à part, je dirais. D'accord. Donc c'est très orienté effectivement sur ce sujet-là. Mais encore une fois, déjà avec l'alimentation humaine, il y Il y a a de quoi faire. énormément de thématiques. Très bien. Je me posais également une question par rapport à l'employabilité dans le futur. C'est un secteur où il y a de l'emploi pour les 10-15 prochaines années à venir? C'est une question qui nous a été beaucoup posée par les jeunes en fait, parce que parfois ils peuvent avoir peur de partir sur des études scientifiques, cursus long notamment, en se disant mais est-ce que c'est pas je vais pas dire une voie de garage parce que c'est pas le cas, mais en tout cas une voie dans laquelle le nombre d'emplois va se diminuer, s'amoindrir de plus en plus. Là, actuellement, en agroalimentaire, enfin, tous les industriels et tous les gens que je rencontre, moi, ils ont au contraire du mal à recruter. D'accord. Ouais, il y a vraiment une grosse demande de compétences et en fait, pas forcément les personnes en face. Donc, si vous voulez faire de l'agroalimentaire, n'hésitez pas, il y aura toujours du boulot. Enfin, il y a de la place. Faustine aussi, depuis votre poste d'observation, vous constatez aussi qu'il y a de l'emploi pour les 10, 15, 20 ans à venir. Oui, même constat, en fait, très clairement, il y a plus il y a plus de recherche. Enfin, les entreprises recherchent énormément. Et en plus, enfin, je veux dire, la filière agroalimentaire française, elle sera là, elle restera toujours là. En fait, on a toujours besoin de produire, on a toujours besoin de fabriquer, on a toujours besoin de distribuer. Les supermarchés disparaîtront pas. Donc, on a toujours besoin, en fait, dans ces grosses structures ou plus petites structures, de recruter. Donc, c'est un secteur qui ne connaîtra pas la crise de l'employabilité. Ouais, très bien. Je me posais également une question en préparant l'émission. Alors, c'est pas le sujet de l'émission d'être pour ou contre ou d'animer un débat là-dessus, mais c'est la question des OGM. Est-ce qu'on vous éveille pendant vos études à ça? Donc là, c'est plus le côté très biologie, hein, biologie moléculaire ou même chimie organique. Est-ce qu'on vous sensibilise à ces questions aussi? Et est-ce qu'il y a de l'emploi aussi dans ces filières OGM? C'est assez rigolo parce que dans nos études à nous, en fait, les OGM étaient plus vus comme une solution, en fait, comme une technique pour amener une solution à l'alimentation plus que, je dirais, quelque chose de négatif. Donc, nous, on a été formés plus sur la partie scientifique de l'outil de l'OGM. Maintenant, effectivement, moi, typiquement, dans le milieu de la qualité, le cahier des charges de mes clients, c'est non OGM sur tout ce que je vends. Non OGM, non OGM, non OGM. Très bien. Louise, si vous êtes dans le bio, c'est que OGM, c'est banni. Oui, mais par les clients, oui, c'est vrai. Mais par contre, est-ce que en termes d'employabilité, est-ce qu'il y a du travail là-dedans? Pour quelqu'un qui serait plus dans un profil très scientifique, qui aimerait travailler sur une paillasse en fait et faire vraiment de la R&D, de la recherche-développement, est-ce que là aussi, pour un profil peut-être encore plus bio appliqué, il y a du boulot aussi là-dedans? Ouais, je pense qu'il y a carrément Alors, c'est pas du tout mon domaine, mais à mon avis, il y a énormément de boulot parce que
on cherche toujours ça. Enfin, un OGM va vraiment apporter des techniques et on va faciliter beaucoup de choses à la fois dans la fabrication, mais aussi au niveau des cultures. Et donc, pour moi, c'est des métiers qui ont de l'avenir, clairement. En fait, aujourd'hui, pour compléter, c'est qu'on recherche énormément d'alternatives à la production. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat du réchauffement climatique, mais malgré tout, en fait, avec les températures qui augmentent, les rendements baissent dans la production. Et effectivement, en fait, ça pourrait être des solutions qui permettraient de maintenir des niveaux de production actuels dans les années à venir. Donc, je pense même que ça va être un secteur qui peut croître assez fortement. D'accord. Dans le même dans le même ordre d'idée, pardon, la question des alicaments, on l'a évoqué très très vite tout à l'heure. En fait, le principe d'ajouter des aliments des médicaments, pardon, dans les aliments du quotidien. Est-ce que là aussi, c'est un secteur de recherche assez important dans lequel on peut imaginer de l'employabilité plus tard, ou même aujourd'hui déjà? A priori, pardon, vas-y, Louise. Vas-y, je rebondirai. Non, j'allais dire, en fait, c'est des secteurs très à part. Donc, moi, typiquement, c'est pas forcément un milieu que je connais, mais je pense que tous ces sujets, OGM, alicaments, d'associer l'alimentation pharmaceutique, je pense que c'est très clairement des métiers d'avenir et sur lesquels il y a déjà beaucoup de demandes et que ça va continuer à augmenter. Louise, vous avez un avis là-dessus? Ouais, nous, en fait, ce qu'on voit dans la vente de produits agroalimentaires, il y a de plus en plus de demandes d'avoir des produits bons pour la santé. Oui. Donc, d'abord, il y a les produits sains, mais il y a aussi ces alicaments. Et c'est une demande de plus en plus forte des consommateurs. Enfin, on en est à étudier nos propres microbiotes pour se nourrir en fonction de notre corps et se soigner à travers l'alimentation. C'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup. Donc, en effet, je rejoins Faustine sur le fait que demain, c'est une alimentation qui va se développer à fond, quoi. Et donc, il y a du boulot. Très bien. Shanna, Roman, excusez-moi. Est-ce que vous aviez une question par rapport à tout ce qu'on a dit déjà, histoire de développer un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez envie de revenir, de surligner un peu? Moi, juste sur le fait que est-ce qu'il faut il faut avoir vraiment des bonnes notes ou des capacités en physique-chimie ou pas pour ce métier? C'est une émission d'orientation, donc forcément vous allez y avoir droit. En fait, c'est difficile. Enfin, je pense que c'est important de comprendre les bases de la physique-chimie, mais après, c'est ce que je disais, moi, c'était pas ma matière préférée. Et ça me sert pas forcément au quotidien. Ça dépend du métier qu'on choisit. Par exemple, si je suis commerciale, les métiers de la physique-chimie, je m'en fous, je vais aller vendre mon produit au client. Si par contre, ma collègue là, qui fait le développement de recettes, elle va vraiment aller chercher le rôle de la farine. Donc la farine, elle va avoir du gluten. Le gluten, ça va permettre de faire un réseau. Et donc là, on va avoir la physique, c'est plus de la biochimie en fait. C'est comment les molécules interagissent, c'est comment je vais avoir la bonne texture de biscuit. Et donc là, on commence à aller plus sur cette partie-là. Mais voilà, par exemple, une commerciale, on s'en fout qu'il y ait du gluten dans la farine. C'est pas ce qu'elle va vendre. Elle va vendre un biscuit. Donc ça dépend vraiment du métier et qu'on choisit. Et là, je pense que c'est ce que disait Faustine tout à l'heure. Faut se connaître soi-même et savoir ce qu'on aime faire et aller vers ce qu'on aime, quoi. Ok, très bien. Alors c'est le moment un peu de récapituler peut-être tout ce qu'on a dit. Donc déjà c'est un secteur d'activité très féminisé. Les filles, mesdemoiselles, allez-y, vous pouvez très clairement y aller. Que ce soit dans le boulot ou dans les études, on trouvera largement sa place. Et il y a la possibilité d'y créer sa petite entreprise, enfin petite future très grosse entreprise, Louise, je vous le souhaite. Mais aussi de travailler dans des très grosses boîtes également, à la fois dans des secteurs, si j'ai bien compris, très théoriques, recherche-développement par rapport aux OGM, aux alicaments ou même plus globalement sur l'alimentation de demain. On peut y trouver du boulot finalement assez facilement dès aujourd'hui et pour les 15-20 ans à venir. Ouais. Et là où on n'a pas trop insisté, c'était par rapport à votre formation. C'est une question qui nous a été beaucoup posée puisque l'industrie agroalimentaire est un secteur très important en France. Est-ce qu'il y a une spécificité française dans la façon d'enseigner dans ce secteur d'agroalimentaire? Non. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je suis pas sûre. Je pense qu'à mon avis, on apprend l'agroalimentaire, ça s'apprend en France comme il s'apprend en Allemagne, mais peut-être juste avec les spécificités réglementaires de chaque pays. Mais a priori, je pense qu'on mange avec les pays limitrophes. Je pense qu'on mange à peu près les mêmes choses. Très bien. Et une dernière chose à souligner, notamment par rapport à l'exemple de Louis, c'est qu'on peut aussi exporter ses propres valeurs comme l'inclusion de personnes en situation de handicap. Donc c'est quelque chose finalement d'assez riche, d'assez complet, n'est-ce pas, mesdames? Carrément.
Ça vaut le coup de se lancer en tout cas. Très bien. Et du coup, on arrive sur la dernière partie de l'émission. Donc, le concept, c'est que pendant toute l'émission, des gens qui nous ont regardés sur YouTube ont pu poser leurs questions. Il y avait une équipe de modérateurs derrière qui leur répondait le plus possible, mais qui ont sélectionné les questions les plus récurrentes ou les plus pertinentes pour vous être posées à toutes les deux. Vous deux également sur le plateau, si vous avez la moindre question pour compléter celle que je vais poser, surtout n'hésitez pas. Okay. La première, allez, pour Louise. Pouvez-vous nous dire quel est, selon vous, l'avenir de l'alimentation, entre parenthèses, la place des insectes? Je pense que c'est super important parce que je ne suis pas experte en viande et en protéines, mais c'est vrai que produire de la protéine animale, c'est très énergivore et notamment, ça a un impact écologique énorme. Et puis, faire des insectes, ça permet vraiment de réduire cet impact et tout en fournissant des protéines à tout le monde. Donc, je pense que les insectes vont devenir importants. On va pouvoir en manger plein à l'apéro et puis avec les algues dans nos assiettes, ça va être des nouvelles formes de protéines. Très bien. Une autre question qui, je pense aussi, est pour vous, Louise, en fait. Comment pourrions-nous, à l'avenir, revaloriser nos déchets en biomasse, par exemple? Et je pense que ça fait aussi écho à votre activité d'anti-gaspillage. Faustine aussi revalorise des Vas-y, Louise. Comment on peut les revaloriser en biomasse? En fait, c'est... Par exemple, en biomasse ou autre, d'ailleurs. Ça existe déjà, d'ailleurs. Oui, ça existe déjà. Il y a des entreprises qui, par exemple, vont récupérer dans des restaurants les déchets alimentaires. En fait, ils les récupèrent et ils les traitent pour en faire du compost. Ok. Du compost ou même de la méthanisation parfois. Donc, ça peut même faire de l'énergie. Ce que je disais tout à l'heure. Une question pour vous, Faustine. Est-ce que la production de masse et l'agriculture éco-responsable sont compatibles pour nourrir demain le monde entier? Est-ce qu'on peut nourrir le monde entier en bio, par exemple, selon vous? De toute façon, on est dans l'anti-gaspi avec Louise, donc les chiffres, on les connaît. Je vais en donner un autre, mais effectivement, rien que dans la production et la transformation, donc vraiment toute la partie amont de la filière, c'est 14 000 tonnes par jour de denrées alimentaires qu'on gaspille. Donc, j'ai envie de dire déjà, commençons par consommer un peu autrement. Arrêtons de gaspiller et on nourrira ces 28 millions de repas par jour qu'on jette à la poubelle tous les jours en France. Donc déjà, si on consommait différemment, je pense qu'on n'aurait pas besoin de produire plus pour nourrir plus de personnes. Et justement, dans votre quotidien, dans votre domaine d'action, est-ce que vous avez une action pédagogique justement pour éduquer à l'anti-gaspillage, à mieux consommer, moins consommer peut-être, je ne sais pas? Typiquement, vas-y Louis, je t'en prie. Nous, si vous voulez, on fait des super clips anti-gaspi. Ouais. Vous pouvez regarder, ça s'appelle les Quignonnettes. On chante sur l'anti-gaspi, sur comment revaloriser. Puis après, on essaye de sensibiliser les gens quand on fait goûter les biscuits à tout ce qui est anti-gaspi. Mais vas-y, Faustine, tu as peut-être quelque chose à dire. Je rebondis sur Louise. De la même manière, en fait, on intervient dans les écoles et parfois même les plus jeunes en primaire pour parler justement de ce problème de gaspillage alimentaire, pour essayer d'expliquer ce qui se passe parce qu'on n'a pas toujours les informations et du coup, je pense que ça crée après une prise de conscience chez les jeunes qui seront les futurs chefs, responsables qualité et qui travailleront différemment. Très bien. Une autre question pour vous aussi, Faustine. Pensez-vous qu'à terme, on arrivera à un nivellement par le haut dans la globalisation des normes sanitaires? Technique, celle-là. C'est qui a posé des questions pareilles. En fait. Est-ce que vous voyez déjà qu'à l'échelle européenne, est-ce que vous voyez que petit à petit toutes les normes montent ou au contraire on a tendance à plutôt les niveler par le bas? Je pense qu'avec avec la crise sanitaire qu'on a eue, je pense qu'il y a et l'inflation actuelle, je suis obligée de parler du contexte. C'est vrai. Je pense que on est en ce moment en train de se rendre compte qu'on est capable d'être moins rigide sur les règles tout en gardant la qualité de nos produits. Et donc, je pense j'ai cette sensation en tout cas que on est allé chercher vraiment de l'extrême dans le contrôle et qu'aujourd'hui on va réassouplir ces règles. Attention, je mets bien entre guillemets. Oui. On réassouplit ces règles tout en maintenant la qualité. Je peux rebondir parce qu'en fait. Je vous en prie. Ce que tu dis me parle vachement parce qu'on a eu un contrôle de la répression des fraudes il n'y a pas longtemps.
Et typiquement, nous, on a un sujet, le fait de revaloriser des invendus. On a besoin d'avoir la traçabilité de ces invendus. Mais mais tous les jours, je ne vais pas savoir le pain que je vais utiliser. C'est-à-dire que je vais chercher le pain auprès du boulanger. Donc, je vais avoir, je sais pas, 10 types de pain. Dans la réglementation actuellement, je suis obligée d'indiquer sur chaque paquet ce que j'ai mis exactement dans le produit. Donc, je ne peux pas dire... En fait, nous, ce qu'on met en général, c'est qu'on met tous les pains qu'on pourrait avoir. Oui. Mais en fait, on ne peut pas faire ça, on ne peut plus faire ça parce que la réglementation nous oblige à dire ce qu'on a réellement utilisé. Et c'est ça, je pense, un exemple d'assouplissement, c'est de se dire, on veut faire de l'économie circulaire, on veut revaloriser des invendus, on veut éviter le gaspillage alimentaire. Et en fait, parfois, les anciennes lois sont tellement rigides que ça nous empêche de le faire. Et donc là, typiquement, nous, on ne pourra plus récupérer les pains des boulangers. On va être obligé d'aller récupérer des pains d'usines agroalimentaires. Ce qui est un peu bête parce que du coup, tous les pains des boulangers seront jetés, quoi. Donc, je pense que c'était pour compléter cette histoire d'assouplissement et donner un exemple concret. Une dernière question qui nous est venue des internautes, peut-être pour vous, Louise, parce que vous l'avez mentionné plusieurs fois. Est-ce que pour vous, le localisme, c'est l'avenir de l'alimentation ? Ouais, pour moi, c'est vraiment, enfin, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, qu'il y a vraiment une demande d'avoir des produits beaucoup plus locaux. Et d'ailleurs, je crois que c'est aux États-Unis où en fait maintenant on voit qu'il y a des produits qui sont fabriqués directement dans les magasins. Si on va dans une grande surface, en fait, ils fabriquent directement sur place, ils revendent directement sur place en essayant d'avoir les matières premières les plus locales possibles à chaque fois. Pour moi, c'est l'avenir de l'alimentation. Enfin, en tout cas, c'est la demande des consommateurs. Et Faustine, de votre point de vue, c'est aussi la même chose en fait ? Oui, alors très clairement, la demande, elle est très tournée sur le local et encore plus, si je parle contexte, aujourd'hui avec le prix de l'essence, au-delà de la notion de local, c'est-à-dire d'aller chercher au plus proche, il y a une notion économique où on ne peut plus se permettre d'aller chercher à l'autre bout du pays ou même ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout évoqué, dans l'agroalimentaire, c'est quand même une industrie, donc la question économique, les coûts de production sont très importants. Et c'est une question que je me posais justement en préparant l'émission. Est-ce que dans vos études, on vous prépare un petit peu à ces questions économiques ? Un peu alors il y a plusieurs. Déjà, on nous prépare dans le tronc commun avec des notions économiques et en plus, on peut se spécifier en entrepreneuriat. Et là, on travaille sur la création d'un business plan et donc on commence à se poser toutes ces questions de l'investissement qu'on va mettre, les charges qu'on aura et comment on peut les gérer au quotidien. On vous apprend ce que c'est que l'URSSAF et tout ça. Voilà, on découvre le monde de l'entrepreneuriat et tous les métiers que ça comprend. C'est très bien, c'est très formateur en plus et puis ça a certainement été utile plus tard pour monter vos propres sociétés toutes les deux. Du coup, est-ce que vous avez une petite question pour la fin à poser à nos deux intervenantes ? Moi, non. Non, Shana non plus. Non. Bon, on va dire qu'on a été extrêmement complet. Ouais. Je vous laisse toutes les deux en fait avoir un petit mot de la fin pour finir de convaincre les jeunes qui nous regardent en fait de s'intéresser encore un peu plus à ces questions d'agroalimentaire, d'aller dans les journées portes ouvertes des écoles qui forment à ces domaines-là. Peut-être vous, Faustine, en premier ? Moi, ce que j'allais dire et ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, je l'ai perdu du coup. Louise, alors, si, voilà, on parlait des calculs économiques. Et j'allais dire, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous ces métiers, là où vous apprendrez le plus, c'est sur le terrain. Donc, effectivement, il y a plein de formations qui existent sur énormément de métiers. Mais moi, ce que je conseille aujourd'hui aux futurs bacheliers, c'est surtout de s'orienter là où vous pourrez faire un maximum de stages parce qu'un maximum d'expérience. Et en fait, même si vous ne savez pas faire les calculs économiques au début, vous l'apprendrez sur le terrain. Donc, peu importe, je dirais, la formation que vous prendrez, n'hésitez pas à vous orienter vers du stage ou de l'alternance ou ce genre de choses parce que c'est très recherché et c'est par l'expérience qu'on avance après dans son parcours professionnel. Louise ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Si un stage et l'alternance, c'est super intéressant et important parce que moi, mon premier stage, j'ai détesté, mais ça m'a permis de savoir ce que je ne voulais pas faire. Donc, c'est aussi ça. Ça nous permet de savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Et après, je pense que tout ça, moi, vraiment, si vous aimez manger, allez-y. Et pour choisir là où vous voulez aller, faites ce qui vous plaît. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à se connaître et aller vers les métiers qui nous plaisent, quoi. Bien sûr. Et d'autant plus que l'agroalimentaire, encore une fois, c'est un secteur d'avenir dans lequel il y aura toujours un besoin de se nourrir et donc il y aura toujours de l'emploi, particulièrement en France.
Complètement. Voilà. Nickel. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission à distance. Merci à vous deux aussi de nous avoir aidés à Merci. présenter cette émission à Lyon. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Vous êtes chaque semaine plus nombreux et on vous en remercie encore. Et on vous dit à la semaine prochaine sur un nouveau sujet qui est la e-santé avec d'autres intervenants et d'autres jeunes depuis notre studio lyonnais. Au revoir. Au revoir.